Dis Nico, tu crois qu'il peut y avoir hyper-personnalisation sans intrusion? Déjà que la personnalisation, c'est une forme d'intrusion, alors l'hyper-personnalisation, je te dis pas. Comment l'éviter? Faisons. Ouais, allons-y. AI Unboxed. Le podcast qui démystifie l'IA. Je suis Ab Je suis Nico. et ensemble, on partage nos échanges sur cette révolution. Let's go. Bon, peut-être qu'il faut qu'on commence par définir ce qu'on entend par l'hyper-personnalisation. Définis-toi d'abord la personnalisation qui est présente dans le marketing depuis tout le temps. Mais je crois que la personnalisation, pour moi en tout cas, c'est l'adaptation du message, donc du contenu de la pub à la personne ou en tout cas un groupe de personnes. Donc par le passé, c'était souvent un groupe de personnes. Pour peut-être prendre un exemple, c'était peut-être pas encore de l'hyper-personnalisation, mais de mon époque chez Touring, pour une campagne assistance voyage, et on avait collecté les dates de départ et les destinations. On avait créé une série de contenus avec une photo, en tout cas pour les destinations fréquentes. Et on envoyait effectivement un email en disant une semaine avant le départ, prêt pour votre départ en Italie. Et on a même envoyé, et c'est là où peut-être effectivement ça démontre que même à l'époque il y avait déjà un peu intrusion, on envoyait un courrier, un DM, avec une grande fenêtre à l'arrière où il y avait la même phrase clé. Et on a trahi le secret dans un voyage surprise où voilà, quelqu'un s'est plaint que son mari avait découvert la destination surprise du voyage. Bon, on a envoyé un bouquet de fleurs pour essayer d'un petit peu quand même récupérer le problème. Mais donc déjà, voilà, ça c'est personnalisation. Et il y avait déjà un risque en tout cas de dégâts au niveau de la marque, même si ici c'était un cas individuel et je pense qu'on a réussi à bien récupérer. Surtout dans la perception du grand public, le Big Brother, entre magie et surveillance. Et donc voilà, Big Brother, c'est ça la différence entre personnalisation et hyper-personnalisation? Parce que tu m'as renvoyé la balle, mais maintenant l'hyper-personnalisation. Nous, en tant que marketeurs, on sait que la personnalisation apporte un plus au consommateur. Mais pour qu'elle fonctionne, il ne faut pas que le consommateur s'en rende spécialement compte. Quand il s'en rend compte, il peut avoir peur. C'est toujours la même chose. Pour la personnalisation de base, comment je l'explique à ma tante, on parle souvent de ma tante dans ce podcast en fait, je dis c'est un email où tu vois « Bonjour madame ». Ça, c'est de la personnalisation. C'est du CRM, du Customer Relation Management. On sait que tu es une femme, on ne va pas te dire « Bonjour monsieur ». Idem en termes de médias, par exemple, de diffusion média. Le fait que moi, je n'ai plus jamais vu une pub pour... alors, c'est du targeting, mais je n'ai plus jamais vu une pub pour du shampoing féminin sur Internet depuis 15 ans. Et c'est tout à fait normal. C'est une forme... des shampoings tout court. En tout cas, c'est mon cas. On va dire de produits féminins. Message, c'est tout à fait inutile de m'envoyer des pubs et de payer pour me montrer des pubs de shampoing. C'est du ciblage publicitaire, mais le ciblage publicitaire est une forme de personnalisation, évidemment. Alors, l'hyper-personnalisation, c'est quelque chose dont les marketeurs rêvent depuis longtemps. C'est de dire, OK, au lieu de dire bonjour monsieur et bonjour madame, ou je sépare en deux groupes qui sont tout de même des groupes assez importants dans mes consommateurs, je vais jusqu'à la personne. Le one-person personalization, one-person marketing, c'est-à-dire que chaque personne aura son message à elle. Chaque personne aura même une création. On a parlé dans un autre épisode de la créativité et de la création. Chaque personne aura une pub que seul lui ne voit. Pour le moment, ce n'est pas vraiment le cas. On est plutôt des groupes de consommateurs pour qui on personnalise, c'est-à-dire les hommes de plus de 40 ans qui ont telle situation familiale et telle situation économique. Ça, c'est un groupe. Les femmes actives qui font du tennis, c'est un autre groupe. On peut d'ailleurs tous être dans plusieurs groupes. Et comme tu disais avec ton exemple de Touring, qu'est-ce qui se passe depuis des années? C'est qu'on va faire une pub par groupe. On va juste simplement essayer de la diffuser au bon groupe. L'hyper-personnalisation, et c'est vrai qu'avant l'IA générative, c'était quelque chose d'un petit peu... à la limite, ça pouvait être faisable, mais impayable et finalement beaucoup trop lourd en termes de process. Maintenant, elle va permettre ça. Elle va permettre ça à deux niveaux. C'est dans l'analyse des datas, c'est-à-dire d'analyser plus vite des datas qui te concernent pour savoir exactement ce que tu veux voir, et en générant la publicité pour Ab, uniquement pour Ab. Ok. En essayant de faire un petit peu le résumé, il y a, me semble-t-il, deux composantes nécessaires pour pouvoir réaliser cette hyper-personnalisation. C'est d'une part, je pense que c'est ce que tu viens d'expliquer un petit peu, la création d'un message, d'un texte, d'une photo hyper-personnalisée. Je pense que là,
en tout cas texte, avec le ChatGPT et des outils similaires, des outils génératifs. Voilà, on imagine comment ça pourrait se générer. passer. En fait, ils vont recevoir des datas de toi en train de surfer un site internet et ces datas vont se transformer en prompt. Voilà, et donc c'est le deuxième élément. En plus de cette créa individuelle, il faudra quand même beaucoup de data. Oui, beaucoup. Tu sais qu'avec 4 ou 5 données sur toi, je peux déjà quand même te faire une pub qui te correspond vachement. Si je sais justement où tu vas en vacances, où tu habites, ton sport préféré et 2-3 autres éléments sur toi, ton âge, etc., on peut déjà être dans la personnalisation assez avancée, assez poussée. La grande différence surtout, je pense, c'est, et on en parlait dans le podcast de créativité, c'est que si on dit aux IA de générer la pub, de générer le visuel ou n'importe quoi, le texte ou la pub radio, la pub télé, va savoir, on the fly, comme disent les Anglais, donc à la minute, qui est le créatif derrière et qui voit ce qui va se passer. Est-ce que finalement l'annonceur va pas perdre le contrôle sur ses campagnes publicitaires? C'est-à-dire qu'il ne saura pas, il verra juste si ses ventes augmentent ou diminuent, mais il ne saura pas ce que les gens, en tout cas en médias digital, ce que les gens voient comme pub. Avec quand même des risques pour les marques. Énormément de risques. Oui. C'est énormément de risques. On est en train de foncer tête baissée, comme souvent dans la pub et dans le marketing. On verra bien après, mais ça peut poser plein de soucis. Si jamais la configuration est mal faite, tu as au final une campagne qui est diffusée à 3 millions de personnes et il y a 3 millions de créations qui sont pas belles, mauvaises, qui ne mettent pas le produit en avant et qui font potentiellement un travail pire que un diamant vert un peu secret, le mystère du diamant vert. Donc, la plupart des personnes en sont persuadées. Et je pense qu'ils se trompent. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, on va dire, jusqu'au début 2025, pour des raisons, pour moi, purement techniques, ça ne pouvait pas arriver. Qu'un téléphone écoute en permanence des milliards de conversations, que un seul provider de technologie l'écoute, l'analyse, les traite, les vend, les utilise. Enfin, non. Pourquoi on a tout le temps eu ce biais où on est persuadé que notre téléphone nous écoute? C'est parce que on ne se rend pas très bien compte de plein de choses comme le targeting et comme notamment l'association des profils. C'est-à-dire que toi et moi, en ce moment, on est dans la même pièce. Il suffit qu'on parle de quelque chose, que toi tu me parles de ton voyage en Italie. Moi je vais potentiellement avoir une pub pour un week-end en Italie en rentrant chez moi. C'est pas parce qu'il nous a écoutés, c'est parce qu'il a fait le lien entre nos deux téléphones. C'est parce que sur ton téléphone tu as fait des recherches sur l'Italie et qui sait qu'on vient de passer 4 heures ensemble et que donc il rassemble nos centres d'intérêt. Une fois que tu as compris ça, tu comprends que facilement on peut avoir des biais où on se dit « mais j'ai eu cette discussion avec ma tante et je suis sûr qu'il m'a écouté ». Mais ça crée quand même un sentiment désagréable d'avoir été espionné. De surveillance, voilà. Tout à fait, surveillance. Et pour prendre peut-être un autre exemple qui a été longuement débattu lors d'un des passages, lors d'un des annonceurs, chez un des annonceurs où je suis passé, et qui est peut-être un petit peu moins technique ou complexe, c'est que oui, aujourd'hui, le consommateur est ravi d'avoir une certaine forme de personnalisation aussi longtemps que ça lui apporte un plus, une valeur ajoutée, que ce soit une belle promo pour un produit pertinent que je consomme, ou que ce soit que le service qu'on me rend au service clientèle soit accéléré. Et de ne pas être pollué par des pubs qui ne me concernent pas. Voilà, tout à fait. Mais alors, il y avait un grand débat, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile? Et je pense que j'appelle un call center pour avoir des explications sur un emailing, que ce soit administratif, que je n'ai pas compris, que ce soit une offre commerciale, ça m'arrange que la personne de l'autre côté, à l'autre bout du fil, sache de quoi il s'agit pour éviter de devoir expliquer, c'est mal compris, parce que justement, il y avait déjà une certaine forme de personnalisation. Donc là, tout à fait d'accord. Par contre, si ce même agent m'appelle pour me vendre un produit et ouvre la conversation en disant « Tiens, nous avons vu que vous avez passé 3 minutes sur la page de tel produit. » Voilà, à ce moment-là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intrusif, alors que quelque part, les données sont très proches au niveau technique. Hein. Oui. Alors ça, c'est dans la forme de la présentation. C'est là que tu peux faire des grosses erreurs en termes de relations en communication ou en marketing.
Mais le marketing prédictif est flippant, entre guillemets, et magique. J'avais fait une grosse action pour Leroy Merlin en France, qui est un distributeur comme Brico ici en Belgique. Et il me disait, je veux absolument pouvoir targeter via le réseau Google tous ceux qui vont déménager. Et je dis, OK, il doit y avoir des moyens. Et en fait, c'est très simple. Tous les gens qui cherchent des sociétés de déménagement, à acheter des cartons, ou à changer leur contrat d'électricité, boum, Google, eux, il peut les classer dans cette fameuse catégorie de gens qui vont déménager. Mais ça peut être flippant. Toi, tu es là en train d'être dans tes cartons et tu reçois un mail. Alors, ça se passe bien, votre déménagement? Tu ne sais pas d'où ça vient. On est entre magie et surveillance. Et comme tu dis, si le consommateur... En fait, pour moi, ça doit être transparent. Il doit en bénéficier sans se poser de questions. S'il commence à se dire « Oula », c'est potentiellement qu'on a allé trop loin. Et ce n'est pas un problème tout à fait nouveau, parce que, voilà, je sais pas, je pense que c'est en 2016, quelque chose du genre, donc il y a bien longtemps, aux États-Unis, je crois, Target qui a dévoilé à la famille d'une fille justement enceinte. C'est drôle, j'avais cet exemple-là aussi. Sa grossesse, voilà, c'est un problème qui se posait déjà. En 2012. En 2012 même, voilà. Oui. Donc c'est assez... En 2012, ils ont repéré que grâce au réseau Google, qu'elle faisait de plus en plus de recherches sur l'accouchement, sur le bébé, etc. Et ils lui ont envoyé des coupons, je ne sais plus moi, pour des langes, pour des couches de bébé. Mais elle vivait encore chez ses parents et elle n'avait pas encore annoncé à ses parents. Donc, effectivement, pour en revenir au téléphone, parce que j'ai dit que jusqu'en 2025, mon avis était clair, ils n'écoutent pas, c'est pas possible techniquement, ça leur demanderait d'ailleurs des fortunes en termes de data. Et je ne sais même pas si tu peux imaginer ce que nous, on paierait en 4G pour que tout soit envoyé tout le temps à Google, tout ce qu'on dit. C'est pas possible. Il faut que ça rapporte plus que ce que ça coûte. Exactement, voilà. C'est toujours la même chose. Jusqu'en 2025, peut-être 2024, mais en tout cas jusqu'à maintenant, l'arrivée des modèles de langage et des IA génératives. Pourquoi ? Parce que sur nos téléphones, et notamment nos téléphones Google qui ont Gemini intégré, ou Android en tout cas, ou d'autres téléphones qui ont des applications IA dessus, qu'est-ce que l'IA permet de faire en plus qu'avant ? C'est que l'IA pourrait, en local sur ton téléphone, faire l'analyse complète sémantique de toutes tes discussions de la journée et, de manière intelligente, comme nous on le ferait en analysant des datas d'une enquête, dire OK, il a parlé de toutes ces thématiques, voilà, il était de telle humeur, il a telle et telles ambitions et telles envies. Et tout ça peut être résumé en des datas beaucoup plus légères qui, tous les soirs à minuit, l'IA fait son résumé de ma journée et envoie tout aux réseaux publicitaires qui vont vouloir l'exploiter. Ça devient possible parce que maintenant, on sait que sans que ça pèse une tonne, sur notre ordinateur, une IA va pouvoir comprendre et ressortir de ça, puisqu'elle comprend le langage, des éléments intéressants pour les marketeurs. Et comment on gère le consent dans tout ça ? L'acceptation du tracking ? Parce que je sais que tu es probablement plus critique que moi par rapport à toute la législation au niveau de l'Union européenne et que c'est peut-être un frein quand même aussi important à l'innovation. Mais comment justement gérer ça ? Est-ce qu'il faut jouer la carte de la transparence totale ? Nous collectons, etc. En Europe, ou cette publicité a été créée à partir de telle et telle donnée ? En Europe, on le fera, je suppose. J'en parlais encore avec un ami ce week-end qui est plutôt pour la protection des consommateurs, mais qui me disait quand même, j'en ai ras-le-bol de cliquer tout le temps sur autoriser les cookies. Tout à fait. Donc, je suis effectivement très, très conscient, parfois même inquiet, qu'on est en train de reproduire les mêmes erreurs que celles qu'on est toujours en train d'essayer de réparer avec justement tout ce qui est tracking, basique à l'époque. Mais en même temps, ça m'emmerde d'accepter les cookies banners à longueur de journée, parfois même plusieurs fois sur le même site, alors que tout le monde clique, enfin tout le monde. C'est presque devenu un automatisme dit tout accepter. Donc, en quelle mesure est-ce que ça permet vraiment d'augmenter le niveau de protection ? Je crois quand même qu'il y a des gens qui refusent ou qui configurent là, leur cookie. Et puis, de toute façon, la technologie cookie est potentiellement un mauvais exemple, mais ça parle à tout le monde parce que ça va certainement finir. On est tous dans des environnements où on est quand même connectés finalement. Les cookies, c'est aussi l'art de traquer des gens anonymement, mais de les traquer quand même. Alors que maintenant, dans presque tout ce qu'on consomme dans le digital, on a notre compte, notre profil, notre mot de passe, et on est dans un environnement où on a déjà nous-mêmes déclaré qui on était, quel âge on avait, quel sexe, etc. etc. Donc là-dessus, je ne sais pas. Le consent autour de l'IA, c'est compliqué. Tout ce qui est sûr, c'est que si tu donnes des choses, il ne faut pas s'étonner que tu les aies données. Comme ces gens qui disaient, oui, mais ma photo est sur Google. Je dis, oui, mais tu la mets en public sur Facebook, donc elle se retrouve dans les résultats Google.
Est-ce que c'est de la faute de Google ou est-ce que c'est toi qui n'as pas été assez Il y a peut-être éduqué? plus que de la protection captée dans des règles il va être très difficile de tout le temps être à jour avec ces règles. Il y a peut-être plutôt un rôle pour l'éducation. Oui, c'est certainement. L'éducation, encore une fois, l'éducation aux médias, moi, on m'en parlait en 1997-98 à l'IEX. On nous avait montré un passage d'un journal d'information sur TF1 qui parlait d'une guerre et on a regardé, puis on a débattu pendant 1 heure dessus, puis le prof nous a dit, vous savez, ces images, elles ne sont pas réelles, elles ont été filmées, tout était organisé, c'était des acteurs, puisque vous n'avez pas remarqué, mais le caméraman était entre les 2 feux de guerre. Et en fait, c'était comme à Hollywood. Mais vous êtes tellement formaté là-dessus que pour vous, c'était un reportage. Et oui, ce journaliste est allé avec sa caméra entre les 2 camps qui tiraient. Non, ce sont des fausses images. Mais t'imagines que ça, c'était au siècle passé. Il n'y avait pas le digital, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, pour moi, ça doit prendre une place essentielle dans l'éducation. Et on doit remplacer d'autres choses qui n'ont plus une place essentielle dans l'éducation de nos enfants par l'éducation aux nouvelles technologies et par le fait d'être conscient de jusqu'où ça peut aller et des dégâts que ça peut faire. Et est-ce que du coup, pour limiter les risques pour une marque d'être perçue comme intrusive, est-ce qu'il faudrait pas revenir à une couche de personnalisation supplémentaire? Je vais dire quelque chose de très dangereux, mais sur l'âge, parce que voilà, il y a une génération qui a été éduquée à ces nouvelles technologies, qui peut comprendre qui est moins choquée, qui a aussi un autre cadre de référence, un autre niveau d'acceptation. Génération X, Y, Z, hein, on n'est pas les mêmes, on ne consomme pas les médias de la même façon, on ne consomme déjà pas les mêmes médias. Donc clairement, on n'a pas la même... on parle des jeunes maintenant, pour eux, la publicité, c'est un enfer. Pour nous, c'est embêtant, mais on est quand même conscient qu'on n'aurait pas eu accès à tout ce qu'on a eu, la télé, tout ça, Internet, aussi vite sans la pub, on n'aurait pas eu tout ça. Et ils connaissent les techniques pour bloquer la pub beaucoup. Évidemment. Beaucoup d'autres. Et surtout, ils sont dans une économie différente où ils sont prêts à payer 9 € par mois pour plus avoir de pub sur Spotify ou de consommer des contenus en évitant les pubs. Ils sont capables. On a parlé de beaucoup de hyper-personnalisation ou personnalisation poussée au niveau publicitaire et il y a toute la partie contenu, que ce soit musique, éditorial, vidéo avec Netflix et autres. Et là, je pense qu'il y a énormément de hyper-personnalisation, mais qu'on ressent beaucoup moins, dont on est beaucoup moins conscient parce que justement, ça semble être comme le sujet où le message est moins commercial. Il est peut-être moins menaçant, c'est invisible, et ça nous dérange moins. On a moins de comparatifs aussi. On n'est pas là avec nos potes à se comparer nos homepages Spotify ou nos homepages Netflix. Le meilleur exemple, c'est Netflix. Personne d'entre nous n'a les mêmes propositions Netflix. On a tous un Netflix hyper personnalisé. Ça ne nous choque pas. D'ailleurs, on est conscient de l'avantage. Moi, quand je switch entre le compte de ma compagne et moi, on n'a pas les mêmes choses et je préfère être sur le mien. J'ai ce qui me correspond. Je reste dans mon... Je déteste, par exemple, que mes enfants se mettent sur mon compte pour lancer un de leurs dessins animés. Ça fout en l'air tout mon algorithme et je ne suis pas content. Idem pour la musique. C'est assez important aussi de se rendre compte qu'on a chacun, du coup, avec le temps, avec les musiques qu'on a likées, avec la façon dont on les a écoutées, les playlists qu'on a, eh bien, on est hyper personnalisé. Moi, j'utilise Google Music et pas Spotify, mais j'adore. Il a un dé et je jette les dés pour qu'il me fasse découvrir quelque chose que je vais aimer. Il est presque sûr que je vais aimer. Ça me fait vraiment rire ton exemple de « je déteste que mes enfants utilisent mon compte », etc. Petite anecdote, il y a quelques mois, ma fille fait du babysitting avec une amie... Et du coup, elle, ça les amusait de regarder je ne sais pas quelle émission de quand ils étaient enfants. Et la personne chez laquelle ils ont babysité a été poursuivie par des suggestions de regarder cette même série pour enfants. Et à un moment donné, elle a fini par comprendre, elle leur a demandé « Mais qu'est-ce que vous avez regardé quand j'étais pas là ?» Donc effectivement, ça fout en l'air l'algorithme, même si elles l'ont fait, pas pour emmerder la personne, mais elles l'ont fait parce que voilà, à un moment donné, elles se sont dit tiens, on va retourner à l'époque 2 et regarder ces émissions-là. On a parlé peut-être de façon sous-jacente, mais de 2 stratégies, je pense, différentes pour les marques pour gérer le risque de cette perception de surveillance ou de dégâts à la marque. C'est que d'une part, il y a la modération humaine, qui est une stratégie qu'on exige, je pense, au niveau de la législation européenne.
qui est vraiment coupé, diminué fortement par Meta et autres aux États-Unis, certainement ici avec l'élection de Trump, où il y a une réduction drastique des règles et des exigences. Une autre stratégie est, je pense, le cadrage des prompts et de clairement dire à l'outil qui crée le contenu hyper personnalisé, exemple très basique, tu ne personnaliseras que sur le nom, ou tu personnaliseras que sur tel et tel élément. Est-ce qu'on peut y faire réellement confiance aujourd'hui, que ce genre de cadrage évite de créer des dégâts pour une marque? Je pense que si le cadrage, comme on dit, est vraiment bien fait, et pour le moment c'est encore un peu abstrait, mais oui, on peut imaginer qu'on dise à notre algorithme publicitaire, agence de pub, attention, hein, tu ne feras jamais ça. D'abord, il y a aussi tous le cadrage not to do. Tu ne feras jamais ça. Voilà. Et tu resteras toujours dans ce cadre. Voilà ton code éthique, etc. etc. Il faut se dire que là, ça pourrait être beaucoup plus contrôlé, puisque l'input ne vient pas à proprement parler des gens. Mm-hmm. Tu sais bien qu'on a tous essayé de tordre ChatGPT quand il nous disait « je peux pas », d'essayer quand même, etc. Là, pas. Là, c'est des datas un peu froides qui rentrent avec... une sorte de formulaire qui est rempli, qui toi te personnifie et dit mais techniquement, on pourrait mélanger les données de l'un avec les données de l'autre. Ça créerait des drôles de trucs. Mais ça, c'est encore possible. Ouais. Hein. Comme quand j'ouvre mon compte après que mes enfants soient allés dessus. Ouais. Ça mélange des personnalisations. Et à terme, ça va revenir. Au plus je vais regarder des choses sur Netflix, au plus je vais enlever tout ce que je ne regarde pas. Donc, j'espère qu'on a pu un petit peu rassurer qu'il y a quand même des moyens, même pas trop compliqués, notamment avec le cadrage, et de dire, voilà, tu ne feras jamais ceci. En tant que directeur marketing manager, gestionnaire d'entreprise, peut-être à une échelle un peu plus réduite, PME, comment commencer à faire mes premiers tests, mes expérimentations avec l'hyper-personnalisation? Quelles sont les étapes à franchir? Il y a plusieurs aspects. D'abord, si tu veux hyper personnaliser, soit tu le fais via des données que tu achètes qui viennent d'un réseau publicitaire, hein, les Google Network, les Meta, etc. Tu vas utiliser les données que eux te prêtent pour créer tes publicités. Et puis, il y a l'hyper personnalisation de ton offre, de ta communication, de tes canaux owned, donc de ton site internet, de tes canaux de communication message, de tes réseaux sociaux aussi. Tout n'est pas encore en place. On ne peut pas, pour le moment, de manière magique, dire je voudrais que, je sais pas moi, sur ma page Facebook de mon entreprise, chaque personne voit un message différent. C'est pas encore en place, ça le sera. Mais pour moi, il y a quelques étapes. Étape de base qu'absolument tout le monde devrait mettre en place, c'est écouter ce podcast. Parce que déjà, ça va permettre de comprendre et de s'inspirer. De démystifier. Voilà, imaginons que ce cap-là soit franchi. Ensuite, c'est testé, on le répète à chaque épisode, je crois, c'est de bien comprendre ce qui est possible. À côté de ça, pour moi, ce qui est clé, et là, il y a quand même un rôle de consultance et d'intervention humaine importante, c'est d'avoir une vision, une stratégie sur les données, et déjà, là, clairement, que ce soit d'un point de vue légal ou d'un point de vue éthique ou d'un point de vue valeur d'une marque, clairement définir ce qu'on va collecter et pas collecter, et surtout s'assurer qu'elle soit connectée. Et ce qu'on a aussi en interne, hein, beaucoup d'entreprises ont énormément de data, n'en font rien. Les stocks, elles ne sont pas optimisées, elles ne sont pas structurées, elles ne sont pas... Donc, d'abord, si tu voulais parler du deuxième conseil après d'écouter ce podcast, c'est de faire le point d'aller dans ses archives, d'ouvrir, de regarder tout ce qu'on a comme dossier sur ses clients, sur ses acheteurs, de remettre de l'ordre là-dedans et d'essayer de centraliser ça dans un fameux data lake ou dans un endroit où on peut mettre toutes les datas. Tout à fait d'accord, parce que c'est souvent un petit peu l'argument, oui, mais c'est trop compliqué, oui, mais c'est technique, oui, mais on n'a pas de données, et c'est vraiment exactement... Toutes les entreprises ont des données. Et c'est exactement le même argument qu'on donne dans je pense, 90% des entreprises quand une étude de marché arrive d'un autre pays. Oui, mais notre pays est différent. Oui, mais mon marché est différent. Oui, mais mon segment est différent. Oui, certes, mais probablement que 80%, étant donné que c'est l'analyse du même cerveau humain, sera comparable. Et ici, effectivement, chaque entreprise a des données. Certainement une grande partie déjà de données digitalisées, une partie de données pas encore digitalisées. Et puis, en connectant ne fût-ce que les différents médias sociaux, etc.,
et les outils, les data générées par les outils d'analyse statistique, Google Analytics et autres, on a déjà énormément de données avec lesquelles on peut faire énormément de choses. Bonne typologie de sa clientèle, oui, Ouais. c'est sûr. Et je pense qu'effectivement, il y a des défis, c'est comment traquer de façon forcément légale et éthique sans cookies. Il y a des solutions, mais c'est un petit peu plus technique. Et surtout s'assurer qu'on ne va pas hyper personnaliser sur base d'une analyse uniquement du comportement Facebook, Instagram, sans prendre en compte Google, et donc de s'assurer qu'on a quand même une stratégie de mesure qui permet de connecter les données de ces différents. Moi, je pense que ça pourrait aller plus loin, c'est-à-dire qu'on sous-estime la puissance et l'importance des devices, des appareils, donc principalement de notre smartphone qu'on a en poche. Donc ce ne sera pas uniquement par des choses que l'on fait volontairement. Et là, ça commencera à être un petit peu plus flippant, c'est-à-dire qu'il pourra tirer des conclusions sur nous en fonction de là où va notre téléphone, de ce qu'il fait, de ce qu'on en fait nous-mêmes également. Mais là, évidemment, ce sont les constructeurs de téléphones qui vont avoir un edge, qui vont avoir une avance sur tout le monde. On n'a presque jamais parlé d'Apple dans ce podcast, c'est très très rare. Apple, je pense, est un peu en mode sit back et je regarde ce que les autres font et je vais sortir au bon moment, au bon endroit, avec la bonne solution. Et ils ont l'argent pour l'acheter. Ils ont aussi l'argent pour attendre, parce Ouais. qu'en ce moment, ils perdent des parts de marché, mais et Apple, en termes de confidentialité, a toujours été une marque qui était quand même très respectée et respectable. Alors, c'est aussi potentiellement pour ça que tu payes cher. C'est pas que pour la beauté des appareils, c'est parce qu'ils sont dans leur écosystème, ce que moi je déteste, c'est-à-dire que tu ne peux pas en sortir. Mais par contre, ils te garantissent protection de tes données, confidentialité et Et sécurité. du coup, leur business model est plus réduit parce qu'ils ont beaucoup moins de données qu'ils pourraient valoriser, vendre. Et du coup, ils vendent leur téléphone 2 fois plus cher. Peut-être avant de clôturer, Nicolas, est-ce que toi, tu as dans ton vécu récent quelques exemples vraiment wow Non. de l'hyperpersonnalisation, de C'est l'expérience intéressant, mais non, parce que je pense que ça reste encore très niche. Il faut trouver... Et en fait, c'est tripartite. Il faut trouver l'annonceur qui est motivé et chaud pour y aller. Il doit déjà y en avoir. Et j'en ai peut-être déjà vécu sans le savoir. Mais il faut l'annonceur qui est motivé. Il faut l'agence de communication, de pub, de marketing capable de mettre ça en place. Parce qu'après, en termes de conception aussi, ce fameux prompt qui dit tu vas faire ça comme publicité pour Ab et ça pour Nico, il faut quand même y réfléchir. Et il y a de la stratégie là derrière assez importante. Et est-ce que je veux montrer au client que sa génération de création de contenu puisse se faire avec un algorithme? Peut-être qu'il y aura une certaine résistance à ce niveau-là. Et est-ce que le client, ça l'intéresse? Est-ce que le client, tout ce qui l'intéresse, c'est quand même pas de regarder ses ventes un mois plus tard et si elles ont doublé, il va taper dans le dos de son agence et dire bien joué, on recommence. À terme, il se rendra compte. À la 10e fois, et ça, c'est encore une fois le marché, c'est l'offre et la demande qui va faire que si des agences continuent à pratiquer leur prix en disant nos créatifs, ils font 1 mois de brainstorming pour votre concept parce qu'ils n'ont pas d'outils pour les aider, ça va peut-être tenir un peu, mais ça ne va pas tenir longtemps parce qu'il y a d'autres players qui vont débarquer. Il y a déjà une agence qui s'appelle AI Imagination en France qui a dit, nous, on fait tout avec l'IA, tout. Concept, stratégie, prototyping, production, réalisation, analyse des données post-pub, tout. Alors, ils ont encore des équipes humaines qui doivent mettre tout ça en place et connecter tout ça. Mais eux, leur prix, ce n'est pas les mêmes prix qu'un Publicis ou qu'un BBDO. C'est sûr. Et c'est normal, ils vont plus vite. Et est-ce que le résultat, c'est que le marketing avancé devient abordable pour une entreprise de toute taille? Oui. Et potentiellement, pour des entreprises plus petites, l'internationalisation devient totalement possible. Tout le monde en parle maintenant. Une agence interne avec 2, 3, 1 personne qui arrive à jongler avec tous ces outils et à tout faire. Avec le digital, en tout cas, c'est tout à fait accessible et c'est tout à fait possible. Tu sais que j'aime toujours bien te lancer un petit défi en fin d'épisode. Et j'étais en train de me demander, est-ce que tu penses que c'est un hasard qu'on avait du mal à citer un excellent exemple d'expérience clientèle, ou est-ce que justement les très bons exemples sont tellement naturels, intégrés qu'on ne s'en rend pas compte, alors que les mauvais exemples, on est choqué, énervé. Tu t'en rends compte et t'as peur. Ouais. Mais non, ça c'est sûr. Je pense que moi qui suis un Google fanboy, comme je l'ai déjà dit, donc j'ai décidé de rester dans l'écosystème Google. Lui est un peu plus ouvert que celui d'Apple et d'Android. Donc je pense que
j'allais dire je subis. Je pense que je suis la cible d'hyper-personnalisation de la part de Google qui en sait beaucoup sur moi. Il a mes fichiers, il a mon calendrier, il a mes mails, il a mon téléphone, il a tout. Donc oui, et encore une fois, si je vais en tirer bénéfice tant que je ne m'en rends pas compte, sans peur. Et ensuite, c'est une forme aussi d'éducation du consommateur. Mais le consommateur a déjà du mal à savoir pourquoi on lui impose des cookies et à quoi sert un cookie, alors que nous, ça fait 20 ans qu'on en parle. Donc, il faut aussi réaliser ça. Quand je parle de « step in my shoes », il faut réaliser que les gens, ça peut vite faire peur parce que tu ne comprends pas. Ouais. Et là, on en revient à l'éducation. Oui, tout à fait. Okido, super. J'espère pouvoir avoir pu, qu'on ait pu inspirer et quand même aussi rassurer, parce que je pense que c'est un épisode où on a aussi essayé quand même de rassurer. On a peut-être inquiété un peu. Probablement, mais bon, voilà, ça c'est quelque part... Et en même temps, savoir, c'est rassurant. Voilà ce que je veux dire aussi. Voilà. C'est ce que je dis aussi à ma tante. Elle me dit, oui, mais c'est hyper inquiétant. Je lui dis, mais au moins tu sais. Voilà. Maintenant, tu sais que c'est le cas et tu n'es plus justement en train de subir quelque chose que tu ne comprends pas. Oui. On n'est plus victime ignorante, et victime consciente. On est victime consciente. Okido, merci et au Merci prochain épisode. Ciao, à ciao. bientôt, ciao.